Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces quelques minutes d'information avec une lecture sur un livre dont vous voyez le titre à l'écran, donc une information sur le tétanos et ce livre qu'a écrit donc Françoise Jouet, Tétanos, le mirage de la vaccination. Alors Françoise Jouet a été présidente de l'association Alice, association Liberté et Information Santé pendant 15 ans. Elle est agrégée de langue, professeure d'espagnol et elle est devenue présidente d'honneur de cette association en 2013. Le président actuel est donc le docteur Marc Vercouter. Françoise Jouet participe également à la revue Néo Santé avec Yves Razir. Elle est aussi un soutien indéfectible au docteur Andrew Wakefield avec le très controversé film Vax, V-A-X-X. Voilà le médecin anglais Andrew Wakefield qui a énormément écrit et fait des conférences et énormément parlé donc des effets délétères de la vaccination. Et donc Françoise Jouet participe également aux activités du réseau international EFVV qui est le European Forum for Vaccine Vigilance. EFVV, European Forum for Vaccine Vigilance. Donc, elle a écrit déjà une première édition de ce livre, est sortie il y a quelques années, préfacée par le docteur Jean Méric, et donc la deuxième édition date de 2014. Elle est également co-auteure avec Sylvie Simon de Vaccination l'overdose. Voilà, je vous présente quelques lignes de ce livre aujourd'hui afin de rappeler donc au niveau des essentiels concernant le tétanos, des informations que tout le monde n'a toujours pas en tête et qui sont très importantes. Voilà, je vous le remets à l'écran. Tétanos, le mirage de la vaccination. Qui n'a pas tremblé devant le spectre du tétanos après une blessure, une piqûre de rosier ou une brûlure? Les autorités médicales, depuis qu'il existe un vaccin, ont tellement martelé la peur dans nos esprits en dressant un tableau très noir de la maladie et en nous persuadant que seule la vaccination était salvatrice, que bien peu d'entre nous prennent le temps de réfléchir et de considérer avec bon sens la réalité des faits. Je soupire. Quels sont les faits? Voici 3 points importants. Le tétanos est une maladie non contagieuse. Un individu ne peut pas contaminer son voisin. Il ne peut pas y avoir d'épidémie. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Ceci doit nous interpeller. Pourquoi vacciner une population entière massivement alors que la famille ne représente pas la maladie, ne représente pas un danger en santé publique? Le tétanos est une maladie non immunisante. On ne trouve pas d'anticorps antitétaniques chez un individu guéri du tétanos. Je vous renvoie ici tout de suite à la vidéo que j'ai faite également sur les quelques lignes écrites par Jules Tissot en 1946 dans le 3e volume de ses ouvrages sur la constitution des organismes. Donc Jules Tissot, la vidéo numéro 19, sauf erreur. Donc, le tétanos est une maladie non immunisante. On ne trouve pas d'anticorps antitétaniques chez un individu guéri du tétanos. Ceci doit nous interpeller. Comment le vaccin peut-il immuniser si la maladie elle-même ne le peut pas? Le tétanos est une maladie rare. C'est dans cette catégorie que l'OMS le classe. Elle ne touche que des personnes âgées. Les enfants ne sont pas atteints dans les pays industrialisés. Ceci doit nous interpeller encore. Pourquoi vacciner tous les enfants dès le bas âge contre une maladie qui ne les menace pas? Un peu d'immunologie pour expliquer ces faits. Le bacille du tétanos ou bacille de Nicolaides se trouve dans le tractus intestinal de nombreux animaux qui l'évacuent dans leur déjection.
Il se retrouve donc dans la terre où il prend la forme d'une spore afin de résister longtemps dans le sol. On sait que ce bacille doit se retrouver dans une atmosphère en totale anaérobie, c'est-à-dire privée d'oxygène, pour qu'il puisse germer et devenir un Clostridium tetani, le germe responsable de la maladie. C'est un anaérobie stricte. En présence d'une molécule d'oxygène, il meurt. Attention, ce n'est pas le bacille lui-même qui est dangereux pour l'homme, mais la toxine qu'il diffuse s'il se retrouve en zone en aérobie. Par exemple, une blessure contuse avec des chairs nécrosées, non vascularisées et anfractueuses, ou précisément, l'oxygène ne circule pas, étant donné l'absence de sang et de lymphe. Cette toxine, cantonnée dans la zone anaérobie, va pouvoir rejoindre les terminaisons nerveuses qui se trouvent dans la plaie et remonter vers le système nerveux central, à l'abri de la circulation sanguine, et c'est là qu'elle va pouvoir faire des dégâts au niveau des synapses neuronales en bloquant l'ordre de décontraction des muscles. Sans entrer dans les détails techniques des mécanismes mis en jeu lors de la remontée de la toxine dans le système nerveux, une chose saute aux yeux. Dans le trajet effectué par la toxine tétanique, il n'y a aucune présence d'anticorps éventuels, puisque ceux-ci ne se trouvent que dans le sang et la lymphe. Il n'y a donc aucune rencontre entre la toxine et le système immunitaire dans le déroulement naturel de la maladie. Alors, comment alors pouvoir prétendre qu'un vaccin, qui engendre des anticorps, va être capable de créer une immunité et donc de protéger les individus du tétanos? Revoyons l'histoire de la vaccination antitétanique. Voilà, je vous laisse le paragraphe à l'écran si vous souhaitez le lire. Vous pouvez repasser la vidéo. On va passer directement donc au tétanos néonatal. Le tétanos néonatal, le voici. Le tétanos des nouveau-nés est un fléau dans les pays où l'asepsie à la naissance est très insuffisante. Couper le cordon ombilical suppose que l'on crée une zone d'anaérobie dangereuse si des germes comme les spores tétaniques sont présents à l'endroit de la section, surtout si l'on utilise des instruments souillés, si l'on recouvre l'ombilic de diverses mixtures douteuses, comme ça se fait donc dans certains pays. Le tétanos néonatal a disparu des pays industrialisés depuis longtemps, mais il sévit encore dans une vingtaine de pays où l'hygiène est inexistante. La Chine a pu réduire de 90% le nombre de décès par tétanos néonatal grâce à la stratégie des 3 P. Propreté des mains, propreté du cordon, propreté de la table d'accouchement. Hélas, ce n'est pas l'éducation à l'hygiène, mais les campagnes de vaccination que les autorités mondiales ont privilégiées. Les mères vaccinées protègent leurs enfants et leur évitent le tétanos néonatal, clament les ambassadrices de l'UNICEF qui participent à la propagande. Malheureusement, comme nous l'avons vu, le vaccin n'offre aucune protection ni à la mère ni à l'enfant. Tant que les conditions d'hygiène ne seront pas respectées, le tétanos néonatal fera des ravages dans les pays du tiers-monde. Et ça, c'était vrai aussi pour nous à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai pour toutes les maladies. La vaccination antitétanique et ses conséquences. Si le vaccin se contentait d'être un placebo, ce serait un moindre mal. Mais il ne faut pas s'imaginer que, s'il ne protège pas, il n'a pas d'effet dommageable. Bien au contraire, il ne s'agit pas d'un vaccin anodin, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous. Les effets secondaires de l'anatoxine répertoriés dans la littérature médicale internationale sont légion. Il ne nous est pas possible ici d'en faire une liste exhaustive. Nous évoquerons cependant les plus fréquents.
le vaccin antitétanique peut donner une forme atypique de tétanos. Les constatations recueillies en Finlande en apportent la preuve. De 1969 à 1985, 106 cas de tétanos ont été déclarés en Finlande. C'est pas beaucoup. 66% des personnes atteintes étaient vaccinées. Tous ceux qui avaient reçu au moins les 3 premières injections ont fait une forme atténuée qui a posé des problèmes de diagnostic. Un patient correctement vacciné 10 ans auparavant est décédé. Tous les vaccins, y compris l'anatoxine tétanique, sont susceptibles de provoquer des formes bâtardes de la maladie qu'ils sont censés éviter, avec des symptômes déroutants et un état pathologique de difficile description. Très souvent, les médecins considèrent ces pathologies comme un avatar sans gravité de la vaccination et ne s'en préoccupent guère. Pourtant, les formes larvées d'une maladie sont souvent plus inquiétantes. Elles révèlent un terrain fort dégradé et peuvent être d'un sévère pronostic. L'étude menée par Ellen Bolt aux États-Unis montre que les enfants régulièrement vaccinés par les vaccins de routine, qui incluent le vaccin antitétanique, peuvent faire des tétanos subaigus, pouvant entraîner des perturbations importantes au niveau de l'intestin, notamment l'augmentation de sa perméabilité, ainsi que des troubles du comportement et des comportements stéréotypés, des retards d'apprentissage tels que ceux développés chez les autistes. On est donc loin de tout savoir sur les dégâts multiples que le vaccin est capable de provoquer. Au niveau de l'observation clinique, les effets indésirables ne sont pas rares du tout, à tel point qu'un ensemble de documents décrivant les complications consécutives à la vaccination antitétanique a été rassemblé dans une banque de données conservée en Belgique, Belgian University System, et cité par le docteur Robert Mendelssohn dans sa revue People's Doctor en novembre 1984. Il y a 33 ans donc, déjà. On trouve de nombreux articles qui passent en revue les innombrables problèmes engendrés par le vaccin antitétanique. Bien entendu, comme pour toute vaccination, les dommages sont imprévisibles et se produisent sur le court, le moyen ou le long terme avec une intensité variable selon l'état du terrain du patient. Hélas, la pharmacovigilance étant très déficiente puisqu'on estime que seuls 1 à 10% des médecins font des notifications d'effets secondaires des vaccins, les dommages imputables aux vaccins antitétaniques sont totalement méconnus du grand public. On a observé des réactions d'hypersensibilité, des chocs anaphylactiques, allergies très graves pouvant entraîner la mort, des atteintes neurologiques, encéphalopathie, myélopathie, névropathie, des cas de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, de syndrome de Guillain-Barré, de syndrome de Landry, de paralysie, d'épilepsie ont été reliés au vaccin. Ces désordres démontrent que le cerveau est bien la cible première du vaccin qui va provoquer, sous toutes sortes de formes, des troubles irréversibles. On avance quand même sur la récupération partielle de ces troubles, par ailleurs. Juste une parenthèse. Il faut ajouter à cette liste des complications cardiaques, des problèmes cutanés, des douleurs articulaires, des troubles digestifs, sans oublier de mettre en exergue le rôle déterminant de l'adjuvant aluminique, l'hydroxyde d'aluminium donc, que les vaccins actuels contiennent tous dans l'apparition d'une nouvelle maladie, la myofasciite à macrophages, découverte en 1993 par le docteur Coquet du CHU de Bordeaux. Cette maladie fut ensuite étudiée par l'équipe du professeur Gherardi à l'hôpital de Créteil en France. Vous trouverez de nombreuses vidéos du professeur Gherardi sur Internet avec toutes les notions de safety des vaccins, comme il le dit lui-même. Plusieurs études du groupe qui ont donné lieu à publication ont ainsi prouvé que la migration des cristaux d'aluminium entraînait dans le cerveau des troubles neurologiques
définissant une pathologie particulière qui se traduit par une fatigue chronique et des douleurs musculaires handicapantes. Il convient d'évoquer aussi une particularité du vaccin antitétanique révélée par une expérience menée à Vienne, en Autriche, en 1984, celle d'affaiblir le système immunitaire. Un simple rappel antitétanique est capable de déséquilibrer le rapport entre les lymphocytes CD4 et CD8, ceux qui sont impliqués dans le sida, le 14e jour environ après l'injection. Ce moment est donc critique car il met en position de fragilité le sujet. L'acte vaccinal met donc l'organisme en état de moindre résistance, tous les vaccins confondus, état semblable à celui des sidéens, donc avec ce virus d'immunodéficience acquise, pendant un laps de temps plus ou moins long, à un degré plus ou moins fort selon les individus. D'autres expériences seraient nécessaires pour approfondir ces découvertes qui peuvent être extrapolées à d'autres vaccins. L'aluminium dans les vaccins, je vous laisse le paragraphe à l'écran. Voilà, le petit 2. Comme ça, vous pourrez le relire au calme. Elle continue ensuite donc. Que penser du sérum antitétanique? Dans les années 1920-30, lorsque le professeur Ramon faisait ses expériences à l'Institut Pasteur, on a utilisé du sérum de chevaux immunisés pour essayer de guérir, mais aussi pour prévenir la maladie. On vaccinait sans cesse ces pauvres animaux pour obtenir des anticorps à profusion. Or, les chevaux finissaient par mourir du tétanos. Le sérum prélevé était à peine purifié, il a provoqué de très nombreux accidents graves. Son usage tomba en désuétude dans les années 1970 lorsqu'il fut remplacé par des gamma-globulines humaines. Mais pendant des années, on a pratiqué systématiquement, à la moindre blessure, une injection de sérum antitétanique provoquant des dégâts dans 20 à 30% des cas. La maladie du sérum est apparue dès le début. Il s'agit d'une réaction très violente au sérum. Elle est capable de détruire en 9 jours un individu par des atteintes de plusieurs organes à la fois. On peut la comparer à une maladie auto-immune telle que le lupus par exemple. Disons-le très clairement, la sérothérapie n'a jamais fait la preuve de son efficacité, mais elle a en revanche montré toute sa nocivité. Néanmoins, on continue aujourd'hui encore à la pratiquer après une blessure jugée grave. Que penser de la théorie du polymorphisme microbien appliquée au tétanos? Le tétanos est une maladie assez mal connue. Elle n'a pas suscité d'engouement car il existe depuis le début du XXe siècle un vaccin qui est considéré globalement comme l'unique rempart à la maladie, et un vaccin qui plus est passe pour inoffensif. S'il y a un vaccin à faire, c'est bien celui contre le tétanos, tel est le langage de la majorité du corps médical. Ce n'est que très récemment que quelques spécialistes se sont penchés sur cette maladie afin d'en connaître un peu mieux les mécanismes. Avant notre siècle pourtant, des savants comme Antoine Béchamp, contemporain de Pasteur, avaient avancé des explications qui méritent attention, car elles s'opposent à la théorie des germes énoncée par les pasteuriens. Ceux-ci défendaient 3 postulats, donc les pasteuriens. La cellule est exempte de germes. Ceux-ci viennent de l'extérieur, c'est la théorie de l'asepsie. À chaque germe correspond une maladie. Les anticorps neutralisent les antigènes et protègent. On sait aujourd'hui que ces affirmations sont fausses et obsolètes, notamment la théorie de l'asepsie. Béchamp, lui, défendait le polymorphisme microbien, c'est-à-dire le fait que les micro-organismes puissent être engendrés par nos propres cellules qui assureraient en continu le cycle de la vie. Cette transformation se produirait lors d'un déséquilibre du terrain. Cette notion de polymorphisme microbien fut reprise par le professeur Jules Tissot au début du XXe siècle.
Ce dernier émet l'hypothèse que le bacille du tétanos, le Clostridium tetanii, résulterait de la transformation du colibacille Escherichia coli, qui colonise l'intestin des hommes et des mammifères, ce qui ferait du tétanos une maladie endogène. Ce colibacille, s'il se trouve dans un milieu privé d'oxygène, par exemple dans des cellules décomposées de l'organisme, notamment lorsqu'il y a eu un excès de chlorure de sodium et une carence en magnésium, pourrait prendre des formes différentes et acquérir une virulence qu'il n'a pas en temps normal. Cela expliquerait pourquoi les grands brûlés peuvent faire un tétanos. Les découvertes du professeur Tissot mériteraient d'être confirmées par des expériences faites avec les moyens d'investigation modernes afin que cette théorie soit totalement avalisée. De nombreux scientifiques depuis le XIXe siècle, en se penchant sur la formation du vivant, ont apporté une pierre à cet édifice du polymorphisme microbien et on peut imaginer que, très prochainement, les théories pasteuriennes seront absolument caduques et nécessiteront une révision du bien fondé des vaccinations. Et pour finir, comment se protéger efficacement du tétanos et comment le soigner? Voilà. Une chose est à retenir, on ne meurt pas systématiquement du tétanos. Les décès ne représentent que 30% environ des cas déclarés aujourd'hui. Ceci grâce surtout aux moyens de réanimation en milieu hospitalier. Je vous rappelle que le tétanos donc, touche surtout les personnes âgées. Mais il y a moyen d'éviter le tétanos et il existe des traitements naturels réellement efficaces. Comme nous l'avons dit, le tétanos ne peut se développer que si des spores tétaniques se trouvent enfermés dans une zone anaérobie de l'organisme, c'est-à-dire sans oxygène. Dès que cette toxine est en contact avec un seul atome d'oxygène, elle meurt. Pas de tétanos s'il y a un contact avec l'oxygène. Pour éviter qu'une plaie souillée ne débouche sur un tétanos, la première chose à faire est de nettoyer la plaie. On dit parer et débrider en jargon médical avec de l'eau et du savon. Il faut également extraire tout corps étranger incrusté dans la plaie et enlever les chairs mortes. L'essentiel est donc de faire saigner la plaie, d'ouvrir et de presser pour que le sang et donc pour que l'oxygène circule. Il est recommandé, afin de fournir un apport supplémentaire en oxygène, de mettre de l'eau oxygénée comme l'on faisait jadis sur les genoux écorchés des enfants. Ça mousse et permet en outre de dégager des saletés. Enfin, il convient d'appliquer un produit antiseptique pour neutraliser les germes pyogènes, c'est-à-dire responsables d'infections génératrices de pus, qui peuvent se trouver sur les lieux et qui potentialisent la virulence du bacille tétanique. Une blessure profonde qui ne saigne pas doit être ouverte. Ne pas recouvrir une blessure avant d'avoir fait tout le travail de nettoyage, afin qu'elle reste un moment en présence de l'oxygène de l'air dans des conditions d'asepsie. En cas de tétanos déclaré, divers traitements homéopathiques peuvent être préconisés, ainsi qu'un apport conséquent en vitamine C. Mais le remède souverain est le chlorure de magnésium. Ce produit avait été utilisé avec succès par le docteur Auguste Neveu dans les années 1930, tant sur les hommes que sur les animaux, dans les cas de tétanos, diphtérie et polio. Le docteur Neveu, par l'intermédiaire du professeur Pierre Delbet, chirurgien de grand renom à l'époque, avait fait parvenir à l'Académie de médecine un rapport énonçant toutes les vertus du chlorure de magnésium dans le traitement de la diphtérie. Mais l'Académie méprisa ce rapport et fit savoir en 1944, période troublée s'il en est, par courrier au professeur Delbet, qu'elle refusait la publication de cette communication au prétexte qu'en faisant connaître un nouveau traitement de la diphtérie, on empêcherait les vaccinations et que l'intérêt était de généraliser ces vaccinations.
L'emploi du pluriel correspond au vaccin de l'époque tétanos-diphtérie qui se faisait ensemble. C'est ainsi que les officiels boycottèrent ce remède naturel, bon marché, très accessible et sans effet secondaire, si l'usage en est raisonnable, au profit de la vaccination. Voilà comment des chercheurs indépendants qui peuvent apporter un grand soulagement à l'humanité sont réduits au silence. Le chlorure de magnésium s'utilise en injection intraveineuse qui très rapidement rétablissent le relâchement et la mobilité des muscles, l'ordre de décontraction étant libéré. Vous avez à l'écran les vertus du chlorure de magnésium, donc, qui est immunostimulant. Il aide à la formation des anticorps. Anti-infectieux, il stimule la phagocytose. Restaurateur du terrain, il bloque la prolifération des germes. Régulateur nerveux, il normalise l'excitabilité des nerfs. Sédatif naturel et antidépresseur, stimulant général de l'organisme, il augmente la résistance et l'activité des cellules. Voilà, vous avez de nombreux auteurs qui ont écrit à propos du chlorure de magnésium. Conclusion. Le tétanos a été érigé en maladie redoutable, omniprésente, offrant ainsi à l'industrie pharmaceutique productrice de vaccins une manne permanente. Or, nous avons pu montrer que la réalité était tout autre et que la vaccination imposée à tous les enfants du monde était loin d'apporter une solution à la prévention de cette maladie. Le tétanos est avant tout un problème d'hygiène dans lequel la vaccination ne joue aucun rôle protecteur. Aucun rôle protecteur. Il paraît réellement incroyable qu'un vaccin aussi inutile ait pu être commercialisé jusqu'à nos jours et que tant de médecins se soient fait abuser si longtemps. Il y a des dogmes qui ont la vie dure, celui de la vaccination antitétanique est l'un des plus indéboulonnables. Pourtant, les effets secondaires de ce vaccin et la prise de conscience de ses utilisateurs commencent à faire chanceler l'édifice et il est à espérer que les citoyens disposeront d'informations objectives et pourront avoir le droit, en conséquence, de choisir pour eux et pour leurs enfants la vaccination ou la non-vaccination. Et voici donc les quelques sources. Voilà donc pour ce livre, Tétanos, le mirage de la vaccination, deuxième édition 2013, écrit par Françoise Jouet, ancienne présidente de l'association, aujourd'hui présidente d'honneur. Bonne lecture, relecture et bonne réflexion sur ce sujet. Le tétanos n'est pas une maladie contagieuse. La toxine n'immunise pas. Un malade qui a déjà fait la maladie du tétanos n'est jamais immunisé à aucun moment.